Merci. Bon, la conférence va commencer très bientôt. Avant que ça commence, on aimerait juste vous dire quelques mots au nom de quelques GDA qui sont encore là. C'est la première conférence qui vous est offerte par les premières années. On est sûr que ça va se passer très très bien. On aimerait vous remercier pour toute l'affluence qu'on a eue à nos dernières conférences. C'était vraiment un plaisir de les faire ici. Il y avait un super public. Beaucoup de gens, enfin les invités étaient très contents et donc on est très heureux. Voilà, et on passe la main avec beaucoup de sérénité. Et maintenant, je vous demande d'applaudir très fort notre invité de ce soir, Jamie Gourmaud. Bonsoir à tous. Au nom de toute l'équipe Symposium, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle conférence. Alors dites-moi, est-ce qu'il faut vraiment que je présente Jamie? Est-ce qu'il y a un seul étudiant dans cette salle qui pourrait affirmer qu'il n'a jamais vu un épisode de C'est pas sorcier? On en a un. Bon alors les autres, savez-vous que Jamie est chevalier de la Légion d'honneur? J'ai encore mieux. Savez-vous que Jamie a l'immense honneur d'avoir un astéroïde à son nom? Jamie Gourmaud est né en 1964, en Vendée. Et il y a commencé sa scolarité avant d'obtenir à Nantes un baccalauréat littéraire. Et oui, Jamie, contre toute attente, vous n'êtes pas un scientifique de la première heure. Sans pour autant être allergique à la science, vous penchez plutôt vers les lettres, et c'est tout naturellement que vous obtenez un DUG en droit et que vous intégrez l'Institut pratique de journalisme de l'Université Paris-Dauphine. Vos études à peine achevées, vous faites déjà preuve de l'esprit d'analyse qui vous caractérise. En 1989, vous êtes à Berlin pour filmer la chute du mur, mais au lieu de vous concentrer sur les Allemands de l'Est qui passent à l'Ouest, vous préférez observer les étudiants en médecine qui font la traversée inverse pour proposer leurs services. C'est en 1993 que commence l'aventure qui va vous rendre célèbre. Le 17 octobre, C'est pas sorcier débute, et un an plus tard, l'émission adopte le camion et la formule que nous connaissons tous. Le succès est retentissant, et 21 années d'émission avec Fred et Sabine s'ensuivent. Astronomie, géologie, agronomie, climat, médecine, physique, architecture, art, histoire. C'est pas sorcier parle de tout, ne s'essouffle pas et s'ancre dans la culture de toute une génération. En parallèle, vous animez d'autres émissions, comme Quelle aventure ou Incroyables expériences. Mais c'est quand C'est pas sorcier s'arrête, en 2014, après 560 épisodes, que votre carrière prend un nouveau tournant. Vous êtes alors à la tête d'un format plus long et plus familial de vulgarisation, Le Monde de Jamie. Mais votre œuvre est loin d'être terminée. Vous avez ce soir face à vous une génération de futurs ingénieurs qui a grandi bercée par les maquettes de C'est pas sorcier et par le klaxon de Marcel. Plus qu'un animateur de télévision, vous avez acquis le statut de référence pour les jeunes des années 90, et je ne doute pas que vous ayez suscité de très nombreuses vocations dans notre auditoire. Vous avez su transmettre votre passion de la science et du savoir, et une inépuisable curiosité pour notre monde. Vous avez inspiré nombre de professeurs, dont les élèves perpétuent ce goût de la connaissance en devenant ingénieurs, chercheurs, ou en reprenant votre flambeau de vulgarisateur sur YouTube notamment. Vous avez su déceler la beauté que renferme la science, sous toutes ses formes, et c'est ce qui vous a motivé à la transmettre. Vous expliquiez en début d'année aux Inrecuptibles que vous aviez l'impression de comprendre une poésie du monde qui nous entoure. C'est certainement cette sensibilité qui vous a confié ce talent certain
pour captiver les jeunes pendant toutes ces années et qui nous a offert l'opportunité d'en profiter. Sur ce, il est temps pour moi que je vous laisse parler. Je vous souhaite à tous une excellente conférence et je disparais. C'est mon petit côté sorcier. Déjà, bonsoir à tous et merci pour le portrait. Il est très bien, il est parfait. Vous vous destinez à une carrière d'ingénieur, vous pouvez aussi prendre un micro. Très très bien. Voilà, bravo. Donc on va commencer par vous poser quelques questions. Premièrement, comme Gauthier l'a dit, vous avez fait un bac L, une école de journalisme. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la vulgarisation scientifique après des études aussi littéraires ? En fait, mon idée, c'était de devenir journaliste depuis tout petit, à 12 ans. La voie royale pour le journalisme, c'était une école de journalisme, une fac d'histoire ou de droit auparavant. Mais dès que j'ai commencé à bosser, et même déjà en école de journalisme, j'aimais décortiquer les mécanismes. Alors, je ne pensais pas forcément à la science, mais j'aimais décortiquer les mécanismes des lois, les mécanismes du fonctionnement de notre société. Quand je suis parti à Berlin, ce qui m'intéressait, c'était décortiquer la société berlinoise. Quand je suis parti observer le système de santé d'Allemagne de l'Est, c'était décortiquer son fonctionnement. J'aimais bien, voilà, tout décortiquer. Et puis fatalement, un jour, je me suis retrouvé, parce que quand on est jeune journaliste, on travaille un petit peu sur tout, je me suis retrouvé à bosser sur une émission scientifique. Et pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment intéressé au sujet de science. Et j'ai commencé à gratter et j'ai véritablement, à 25 ans, découvert un univers. Mais quand je vous dis découvert un univers, c'est que quand j'ai commencé à bosser, je me souviens des premières émissions sur lesquelles j'ai travaillé, c'était le son. Il y a eu une émission sur le monde végétal et là, j'ai commencé à gratter. Et d'emblée, ça m'a plu. Et d'emblée, j'ai eu envie de comprendre et de poser des questions. Alors des questions, quand j'appelais mes interlocuteurs, les experts, je leur disais à chaque fois, je vais vous poser des questions bêtes, excusez-moi, mais je peux vous promettre que je les ai beaucoup ennuyés. Il y en a certains que j'ai appelés 10, 15 fois, il devait en avoir ras-le-bol. Mais voilà, j'ai commencé comme ça, j'avais envie de comprendre les sujets scientifiques auxquels je m'attaquais de la même manière que j'avais compris les sujets peut-être plus sociétaux que j'avais appréhendés par le passé. Vous avez devant vous près d'1 millier d'élèves, dont la plupart ont regardé au moins une de vos émissions, notamment C'est pas sorcier. Mais finalement, on n'a jamais vu les coulisses de cette émission. Donc comment ça se prépare un C'est pas sorcier ? Alors un C'est pas sorcier, ça se préparait on va dire en 6-7 semaines. Pour une émission de 26 minutes. On choisissait le sujet, on confiait l'enquête à un journaliste, le journaliste ramenait des informations, dressait une première architecture de l'émission qu'on revoyait ensemble. Il partait en repérage avec un réalisateur, il revenait. Avec les informations qu'ils avaient glanées sur le terrain, ils enrichissaient leur architecture et là, on peaufinait le scénario, on distribuait les informations. Ce qui devait être montré en extérieur, ce qui devait être complété à travers de petits sujets et puis ce qu'il fallait expliquer à travers une maquette, une animation. Une fois qu'on avait bâti ce scénario, Fred ou moi, on reprenait tous ces textes dans notre bouche, on réécrivait. Et puis moi, j'avais un travail un peu plus spécifique autour des maquettes. Avec le maquettiste, il y avait un premier temps
où j'étais un petit peu tout seul dans mon coin, où je préparais des crobards. Avec le temps, il y a un journaliste de l'équipe qui est venu m'épauler et avec qui je travaille toujours d'ailleurs depuis. Et donc tous les deux, on élaborait finalement le contenu de la maquette. On faisait des crobards un peu, des crobards techniques que l'on donnait au maquettiste et qui lui mettait ça en forme. Mais avant de lui donner, on lui expliquait bien, précisément, ce que l'on voulait montrer. C'est-à-dire que moi, pour imaginer une maquette, il fallait absolument que j'ai compris ce que je voulais montrer et que je sois en mesure de lui indiquer précisément là où je voulais une lumière qui clignote, un petit zuit, ou voilà. Vous avez parlé de Berlin récemment, et c'est vrai que ça fait maintenant 30 ans que vous êtes journaliste. Est-ce qu'il y a une anecdote en particulier qui vous a marqué dans votre travail de journaliste et que vous voudriez partager comme ça aux dévotés? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a évidemment, quand vous parliez du mur de Berlin, ça a été quelque chose de très impressionnant. Évidemment, vous n'avez pas connu ce temps où le monde était divisé en deux, mais voir physiquement ce mur s'écrouler, je peux vous promettre, moi quand j'avais votre âge, ce mur existait. Donc on pensait, le monde était bipolaire et on pensait le monde comme ça, et on avait grandi comme ça. Donc voir ce symbole s'effondrer et un ancien monde s'écrouler et se dire qu'est-ce qu'il va y avoir après, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a un autre élément que vous n'avez pas cité, mais c'est pas grave, mais qui a été très très important dans ma carrière. J'ai fait un documentaire en Roumanie. J'étais jeune journaliste. Le régime roumain venait de tomber. La dictature de Ceausescu venait de tomber. Et parce que je voulais décortiquer justement les systèmes, j'ai exploré le système de santé roumain. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait des orphelinats qui étaient surchargés, qu'il y avait un taux d'abandon d'enfants complètement dingue, que les enfants qui étaient abandonnés étaient déclarés, ils avaient ce mot terrible, irrécupérable, et que ces enfants finissaient dans des mouroirs. Et en remontant toute cette chaîne, ça a été une enquête qui m'a pris 3 mois, en remontant toute cette chaîne, j'ai découvert quelque chose d'insoutenable. J'ai fait un documentaire qui avait été diffusé à l'époque sur c'était la 5 à l'époque, c'était pas France 5, ça s'appelait la 5, dans un magazine qui s'appelait Reporter, et c'est un documentaire pour lequel j'ai le prix du jeune reporter, et ça a été vraiment quelque chose de très très important dans ma... Voilà, pour ça comme ça. Voilà. Et puis alors ça, c'est des choses un peu graves. Dans les choses qui m'ont totalement emballé, en 2001, nous sommes allés faire une émission sur l'Etna, et on a eu la chance de tourner cette émission au moment où l'Etna se réveillait. Alors depuis, il est toujours resté plus ou moins en activité, mais à l'époque, ça faisait plusieurs années qu'il était en sommeil, et on a eu la chance d'assister au réveil de l'Etna, et pour moi ça c'est un truc fabuleux, puisqu'on a passé une nuit entière à environ 500 mètres du volcan qui était en pleine éruption. Il faut imaginer un cratère qui mesurait lui-même 500 mètres, et un jet de lave, un paroxysme qui atteignait lui aussi 500 mètres. À la distance où nous étions, on sentait la chaleur de la lave qui était éjectée du volcan. Voilà, depuis ce jour, je suis devenu passionné par les volcans, et dès que je peux aller sur un volcan, m'approcher d'un cratère, j'y vais. Et j'en ai fait pas mal depuis. Et donc justement, depuis 2014, vous animez une émission, Le Monde de Jamy. Vous parlez des merveilles de la nature, dont les volcans. Donc le format, il change beaucoup de C'est pas sorcier.
J'imagine que c'était aussi un nouveau défi pour vous. Qu'est-ce qui vous a motivé à évoluer? La première chose, quand C'est pas sorcier s'arrête, c'est un peu quand il y a 19 ans que vous faites... D'ailleurs, on parle aujourd'hui beaucoup de double compétence, c'est très important. Parce que quand on a les deux pieds, pas dans le même sabot, mais au bout de 19 ans, quand on fait une émission, on est un peu rentré dans la routine. Il y a là aussi des mécanismes. Si on veut produire 30 émissions dans l'année, il faut respecter un calendrier associé à un cahier des charges. Donc, les émissions s'enchaînent les unes les autres et on rentre un petit peu dans une routine, même si on avait la chance de travailler sur des sujets qui étaient toujours très différents. Donc, effectivement, quand ça s'arrête, faut pas trop traîner à se dire tiens, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Alors c'est vrai que ça faisait 19 ans qu'on faisait C'est pas sorcier. J'avais déjà moi testé des formats un peu plus longs et j'avais très envie d'aller sur le terrain. Et donc l'opportunité s'est présentée de fabriquer ce format, un documentaire de 2 heures où je me suis dit, tiens, plutôt que de faire de la pédagogie dans un camion, je vais essayer d'aller faire de la pédagogie sur le terrain. Il y a un ami journaliste qui avait trouvé une très très bonne expression, une très bonne formule pour résumer cet exercice. Il parlait de pédagogie immédiate. Et ça, j'avais envie de relever ce défi, de me retrouver sur le terrain et d'être capable, comme ça en direct, dans les conditions du direct, de pouvoir apporter une explication. C'était ça le défi. Donc vous travaillez actuellement sur la conquête spatiale, oui, qui a été marquée donc, récemment par l'arrivée du robot InSight sur Mars. Absolument. Donc on va vous montrer quelques images de cette arrivée. C'est par là. Alors, lors de l'arrivée, on avait une équipe, nous, qui était au Jet Laboratory, c'est le JPL. Ouais. Et au Jet Propulsion Laboratory, voilà. Et qui a assisté vraiment à l'arrivée d'InSight sur Mars, qui était avec les équipes donc qui contrôlaient et qui suivaient donc l'arrivée de la sonde. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les images, mais lorsque la sonde réussit à se poser, c'est vraiment une explosion de joie dans la salle de contrôle. Pour certains, j'ai rencontré un chercheur qui bossait sur le sujet depuis 30 ans. Il me disait que ses enfants, peut-être il y en a parmi vous d'ailleurs, je ne sais pas, ses enfants, depuis qu'ils étaient petits, n'avaient entendu parler que de cette sonde. Alors là, c'est marrant parce qu'on voit le parachute qui se déploie. C'est évidemment un atterrissage qui est extrêmement complexe parce qu'au moment où le parachute se déploie, il faut bien s'imaginer que l'atmosphère martienne est très diffuse. Elle est à peu près 100 fois moins dense que l'atmosphère de notre planète. Donc le parachute, évidemment, ralentit beaucoup moins la sonde que lorsque l'on fait se déposer un objet sur Terre. Là, la sonde, l'atterrisseur fait grosso modo 360 kg. Ce qu'on n'a pas vu là, c'est qu'il y a des rétrofusées. Il y avait à peu près 50 kg d'ergols au niveau de l'atterrisseur et des rétrofusées qui ont permis à l'engin de se déposer avec succès. Voilà. Vous venez justement de nous montrer comment on peut commenter en direct une vidéo que vous avez pour l'instant jamais vue avant d'arriver ici. C'est vrai.
Mais est-ce que ça vous inspire, ça vous fait rêver, cette conquête de Mars? Moi, mon gros problème, c'est que tout me fait rêver. C'est grave. Hein. Voilà. Non, c'est le problème, c'est que il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est que, vous l'avez très bien dit hein, en préambule, je ne suis pas scientifique, je ne suis qu'un passeur. Et moi, mon problème, c'est qu'on me donne un sujet et je trouve toujours un truc intéressant à raconter. Donc, Mars, dès l'instant où on a commencé à bosser sur ce sujet, eh bien, c'est devenu un sujet passionnant, d'autant que on s'est intéressé à Mars dans le cadre d'une émission qui sera réalisée et diffusée au moment, enfin quelques semaines avant le cinquantenaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc, depuis une petite année, on travaille sur ce sujet et évidemment, depuis un an, eh bien, on a revisité toute la conquête spatiale. Donc, forcément, ça passionne. Et puis c'est vrai qu'à travers ces pas sorciers, on a fait un paquet aussi d'émissions sur le sujet. Et plus on rencontre des spécialistes, des experts, plus ce sujet qui paraissait nébuleux au départ devient totalement concret. J'ai eu la chance de rencontrer Thomas Pesquet, de faire un vol 0G avec lui, et puis ensuite une longue interview où on est resté pendant près de 2 heures ensemble à discuter comme ça à bâton rompu. Il y croit dur comme fer et il espère bien être du voyage. Donc ça rend les choses totalement concrètes et totalement palpables. Et toutes les études qui sont en train de se profiler aujourd'hui, cette sonde qui est destinée à analyser, à étudier la sismologie du sol martien, toutes ces études sont destinées à préparer l'arrivée de l'homme sur Mars, parce qu'on ne se pointe pas sur une planète sans savoir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. C'est l'objectif d'Insight. Avec en plus des instruments qui sont de plus en plus performants. Là, le sismomètre, c'est un instrument en plus français, donc c'est assez génial. Ça rend le truc encore plus vivant. Quand j'étais... on a tourné également en Utah sur une base qui a été mise en place par la Mars Society, raconter ces histoires, y être au moment où Insight se pose, parler d'un sismomètre français, sincèrement, il y a un moment, je m'y croyais. Voilà. Mais du coup, si demain on vous propose un voyage sur Mars, vous y allez? Alors, je vais vous dire oui, mais je sais qu'on ne me le proposera pas. Mais évidemment, évidemment. C'est long hein, quand même. Hein. 7 mois pour y aller, autant pour revenir. Bon, on n'y reste pas 2-3 semaines non plus. Hein. On y passe quand même quelques mois. Faut un peu de temps. Vous venez de dire que vous êtes un passeur, et on a récemment reçu un symposium un autre passeur, David Loapre, qui est youtubeur, je pense que vous le connaissez. Oui. Il fait de la vulgarisation scientifique comme vous. Est-ce que vous pensez que ce type de contenu sur YouTube, il a en quelque sorte pris la relève de votre émission C'est pas sorcier ou d'une certaine forme de vulgarisation scientifique? Complètement. Complètement. Ah oui, c'était il y a quelques jours. Eh ben oui, évidemment. Moi, j'ai toujours considéré que, et je crois que quand C'est pas sorcier s'est arrêté, évidemment, ça faisait un petit choc, mais ça m'a pas rendu plus malade que ça. On n'est pas là pour rester éternellement. On ne préempte pas une case et puis on y reste toute sa vie. On n'est pas non plus des inventeurs. On est des héritiers. Avant C'est pas sorcier, il y a eu Jérôme Bonaldi, et puis il y a eu François Decloset, il y a eu Michel Chevalet, et après nous, il y a eu les cobayes, il y a aujourd'hui des youtubeurs. Voilà, les choses s'enchaînent. Et je crois que finalement, C'est pas sorcier était assez proche des formats qui se font aujourd'hui, de la manière dont on divulgue la culture scientifique aujourd'hui sur les réseaux. Mais non, au contraire, je trouve ça plutôt très bien.
C'est vrai que maintenant sur YouTube, il y a une approche très visuelle que vous aviez déjà dans vos vidéos avec les maquettes, par exemple. Mais du coup, est-ce que dans l'autre sens, est-ce que ce qui se fait maintenant sur YouTube, ça a changé aussi quelque chose sur votre travail, sur vos émissions? Ou est-ce que c'est pas du tout le même média et donc pas du tout les mêmes problématiques? Alors, ce ne sont pas les mêmes médias, ce ne sont pas les mêmes consommateurs. Donc, bien sûr que ça a changé. Bien sûr qu'on tient compte, on est imprégné. En fait, on n'est pas là en train de regarder les youtubeurs et de se dire « Ah là là, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Mais comme je les regarde quotidiennement, et comme tous les membres de notre équipe, quand on travaille, les regardent aussi quotidiennement, eh bien, fatalement, ça nous imprègne. Et fatalement, ensuite, quand on travaille, il y a des choses qui ressortent d'une manière ou d'une autre. La France a récemment reculé dans le classement PISA, ce qui témoigne d'une diminution du niveau scientifique des élèves français. Est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir en France? Oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je me dis parfois, waouh, tout ce travail pour ça. Mince alors. Je dis mince, et en plus, je dis c'est quand même dommage, parce qu'en fait, avec les sciences, il ne faut pas confondre deux choses. Il y a les étudiants qui vont se diriger vers une carrière scientifique, comme vous. Vous allez devenir des experts. Vous l'êtes déjà un peu aujourd'hui, beaucoup plus que moi dans vos domaines. Mais à côté de cette science, il y en a une autre qui est culturelle. Et moi, je travaille plus pour celle-ci, pour faire comprendre au public que la science, c'est compliqué, qu'il y en a qui s'en chargent, des gens comme vous, mais que la science, ça doit aussi être intéressant. Et pour qu'on puisse un jour motiver les plus jeunes à aller vers des carrières scientifiques, il faut que nous ayons, dans notre société, un affect avec la science. C'est ce que j'aime faire. Et je le fais avec d'autant plus de conviction que je sais que cette science, elle peut être parfaitement assimilée et devenir passionnante, intéressante, vivante, constructive, structurante pour ce public. Souvent, je fais la comparaison avec les autres disciplines culturelles. On va prendre la peinture, par exemple. Il n'y a pas que les peintres qui vont au Louvre. Et avec la science, ça doit être pareil. Il n'y a pas que les scientifiques qui doivent s'intéresser à la science. Et le public, je le sais parce qu'on l'a fait avec C'est pas sorcier, est capable de comprendre des notions qu'a priori, lui semblent compliquées, alors que si elles sont bien expliquées, bien racontées, bien mises en scène, deviennent parfaitement accessibles. Donc, C'est pas sorcier, ça a eu un succès immense. Est-ce que vous pensez que le problème, il est au niveau de l'éducation, au niveau de l'école? Est-ce que c'est là qu'on n'arrive pas à faire passer la pilule, entre guillemets, de la science? Là, la question est compliquée parce que je ne suis pas un expert de cette question. Et je fais toujours très attention à ce que je dis, parce que si on n'a pas les éléments pour dire les choses, les arguments solides, eh bien on peut laisser passer de mauvaises idées ou distiller de mauvaises idées. Et j'ai malgré tout le sentiment, pour revenir à mon histoire de culture scientifique, j'ai le sentiment que cette culture scientifique n'est pas diffusée dans l'enseignement. Je regrette qu'il n'y ait pas d'histoire des sciences, par exemple, parce que je crois que l'histoire des sciences, c'est une discipline qui, justement, parce qu'elle revient aux origines, parce qu'elle revient à des concepts qui sont peut-être plus simples à assimiler, permettrait
de créer davantage d'empathie entre notre société et la science. Parce que cette empathie, elle n'est pas à créer auprès de gens comme vous. Vous êtes déjà convaincus. Voilà, depuis que vous êtes haut comme ça. Ce sont les autres qu'il faut convaincre. Ce sont les autres qu'il faut convaincre de s'intéresser à ce que vous faites. Sinon, vous allez travailler dans votre bulle et vous aurez beaucoup de mal à communiquer auprès des autres. Et les autres n'auront pas d'oreille attentive sur ce que vous faites. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les autres. C'est cette culture scientifique qui, à mon sens, nous manque cruellement. Et de se dire, c'est pas parce que tu es littéraire que tu ne vas pas t'intéresser, allez, à l'histoire des frères Montgolfier. Et je vais te raconter comment ça s'est passé. Et de fil en aiguille, si on raconte l'histoire des frères Montgolfier, ben on va obligatoirement arriver à Archimède. Et d'un seul coup, Archimède va être de plus en plus accessible. Et puis on va sûrement aussi, en passant par les frères Montgolfier, parler de ces premiers hommes, Pilate de Rosiers et le marquis d'Arlande, qui étaient à bord de cette nacelle. Moi, c'est ça qui me passionne. Imaginez-vous, on est en 1783. Jusqu'à présent, tous les êtres humains n'ont vu leur terre aller au maximum que depuis 1,80 m de hauteur. Eh bien, en 1783, il y a deux hommes, les deux premiers hommes de toute l'humanité, qui d'un seul coup la voient d'en haut. C'est fabuleux, non? C'est complètement dingue, cette histoire. Et je me dis, même si on n'est pas scientifique, passer à côté d'un événement comme celui-ci, quel dommage! C'est du bonheur d'apprendre ça, c'est du bonheur de se mettre à la place de ces hommes qui se sont lancés dans cette aventure. Et je regrette que, justement, on ne diffuse pas ces connaissances. Vous le dites vous-même, la science, c'est compliqué. Est-ce que vous, il y a un sujet en particulier sur lequel vous avez passé du temps pour le préparer, pour le comprendre, et pour le diffuser? Il y en a plein, énormément. La première fois qu'on a fait une émission sur les centrales nucléaires, comprendre ce qui se passait dans un réacteur, c'était extrêmement complexe, mais tellement passionnant. Tellement passionnant de comprendre finalement pourquoi un réacteur nucléaire était dangereux. Il ne faut pas se contenter de le dire et de le répéter. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre ce qui se passe dans un noyau d'uranium. Tant qu'on n'a pas compris, on ne mesure pas. Enfin, c'est ce que je pense. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça a été mon cas, en tout cas. C'est aussi un peu mon cas. Une petite anecdote personnelle. Ma mère est enseignante en CP et elle m'a demandé de vous remercier pour tout le travail de vulgarisation que vous avez fait et que vous faites. Et vous, comment est-ce que vous appréhendez ce rôle de transmetteur du savoir, donc un peu parallèle à l'école, que vous avez développé dans vos différentes émissions? Moi, j'ai une chance extraordinaire. Je fais le métier que j'aime. Ça, c'est déjà un truc fabuleux. Et mon premier plaisir, c'est pas d'être devant la caméra, c'est d'apprendre et de comprendre. Je peux vous promettre que quand je prépare mes émissions, et quand je préparais C'est pas sorcier, c'était déjà comme ça, mon premier plaisir, c'était de comprendre le phénomène sur lequel j'étais en train de bosser, le fameux Eureka. Oh, c'est fabuleux. D'un seul coup, on ne sait rien, on comprend. Allez, pendant 3 secondes, on se met dans la peau du découvreur. C'est fabuleux, non? Donc déjà, ça fait plaisir. Le deuxième plaisir, c'est de se dire, maintenant, ça va être à mon tour de raconter cette histoire. Alors des fois, on s'arrache les cheveux, parce que des fois, je savais que j'avais 1 minute 20 pour raconter le truc. Donc, il va falloir être efficace. Et surtout,
ne pas être simpliste, parce que c'est ça qui était compliqué. Je peux vous promettre que parfois je m'arrache les cheveux parce que je veux expliquer le phénomène, mais je veux l'expliquer sans faire de raccourcis, en utilisant les bons mots. Les mots, ça c'est très très important. En utilisant les bons mots pour que chaque mot puisse apporter une part de l'explication et surtout que le mot choisi ne soit pas une source de diffusion d'erreurs, parce qu'on a pris le mot qui ne convenait pas exactement et que derrière, ça peut susciter de l'incompréhension. Donc il faut travailler l'écriture. Le travail de l'écriture, c'est un truc de... C'est à mon sens, le travail le plus important dans ce métier. L'écriture du texte et aussi l'écriture en images. On parlait des maquettes tout à l'heure. Quand on fait un support visuel, c'est toujours une écriture. C'est toujours se mettre avec, ce qui est très important, toujours se mettre à la place du téléspectateur. En permanence, c'est presque schizophrénique. C'est-à-dire qu'on est en train de bosser et on imagine la scène et on s'imagine à la place de celui qui regarde la scène. Et il faut être capable de se dire bah non, c'est incompréhensible ton truc, il faut recommencer. Voilà. Il m'est arrivé, parfois, il m'arrive encore parfois, de recommencer, de réécrire 10 fois, 15 fois une explication, parce que j'estime qu'elle n'est pas accessible, ou parce que les mots ne sont pas parfaitement justes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je me suis un peu barré là. Si, totalement, non. Merci beaucoup. Vous avez dit, vous venez de le dire, vous aimez bien transmettre. Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à devenir enseignant, ou est-ce que dans le passé ou dans le futur? Non, j'ai jamais pensé à être enseignant et je crois que les deux métiers ne sont pas du tout les mêmes. Un enseignant, il doit sortir des résultats. Un enseignant, il est là pour transmettre, bien sûr, mais il y a aussi des contrôles. Il est là pour... il n'est pas là pour s'amuser. Et il n'est pas là pour vous amuser. Il n'est pas là pour que vous vous amusiez. Apprendre dans vos conditions, c'est dur. Et ça fait aussi partie de votre apprentissage. Pardonnez-moi l'expression, mais vous en chiez. On fait tout pour. Mais c'est aussi pour vous préparer. Moi, je suis dans un concept radicalement différent. Moi, je suis dans le ludique. Je suis là pour qu'on passe un bon moment. Je suis d'abord et avant tout un loisir. Et donc, je travaille comme quelqu'un qui donne du bon temps aux téléspectateurs. C'est totalement différent. Et puis, il ne faut pas oublier que moi, mon cours, entre guillemets, je le fais une fois. Les enseignants, quel que soit leur niveau, ils le répètent des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Donc, l'objectif n'est pas du tout le même. Donc, vous parliez de votre goût pour les mots, de votre goût pour les bons mots. Et donc, je vais maintenant vous poser une question sur un livre dont vous avez parlé dans une interview, qui est le livre Globalia. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un monde dystopique où les libertés ont été restreintes, notamment au nom de la sécurité. Et vous dites que vous êtes effrayé un peu par le monde d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui dans notre monde, dans notre société? J'ai parlé du livre Globalia. Oui, vous en avez parlé. Oui, non mais je m'en souviens. Je m'en souviens. C'est un bouquin de Jean-Christophe Ruffin et qui est intéressant parce que, en fait, il n'est pas manichéen dans le sens où, alors effectivement, c'est un bouquin d'anticipation. Je vous invite à le lire. C'est un bon bouquin. Il décrit un monde finalement dans lequel
les individus sont séparés en deux castes, en quelque sorte. Il y a ceux qui vivent dans un monde ultramoderne, à l'abri des virus, à l'abri de tout un tas de choses, mais qui sont hyper contrôlés. Et puis, il y a des zones où vivent dans un monde un peu à la Mad Max, voilà, où c'est un peu la loi de la jungle. Ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il montre que il n'y en a pas un qui est bon et l'autre mauvais. Et il y a du bon dans les deux et il y a du très mauvais dans les deux. Voilà. Donc, ce qui me fait peur dans le monde à venir, déjà, moi je suis d'un naturel très optimiste. Donc, notre planète, notre pays est face à de grands défis. Jusqu'à présent, on a toujours réussi à relever ces défis. Alors, je ne me contente pas de me dire, ceux-là, on les relèvera bien aussi. J'espère qu'on va les relever. C'est-à-dire que je suis, plutôt que de dire optimiste, je suis optimiste, mais je ne suis pas défaitiste. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une urgence face au climat. On est en train de travailler parallèlement à cette émission sur la conquête de l'espace, une émission sur la hausse des températures. On n'a pas trouvé encore le titre. Il y a des projections qui sont plus qu'alarmantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous les avez lus, vous les connaissez, les plus de degrés, les plus de 3 degrés, avec des conséquences sur notre vie quotidienne qui vont tout bouleverser, qui vont bouleverser nos modes de vie, avec des conséquences qui vont bouleverser l'équilibre planétaire en termes démographiques et en termes de mouvement de population. Donc on ne peut pas rester à ne rien faire. Mais je refuse aujourd'hui, moi, de dire c'est foutu. Et on ne peut pas se contenter non plus de petites solutions. C'est pas en triant nos déchets qu'on trouvera une solution. Il faut des mesures beaucoup plus fortes. Mais ce n'est pas non plus en ne travaillant que sur la contrainte qu'on trouvera des solutions. Les solutions qui doivent nous apporter un confort, les solutions doivent nous apporter un confort de vie. Et on doit choisir ces solutions parce que on vivra mieux. Alors peut-être aussi qu'il faut qu'on change les paradigmes. Qu'est-ce que ça veut dire vivre mieux? Qu'est-ce que ça veut dire confort? Alors vous êtes dans cette réflexion. Nous le sommes tous. Vous venez de décrire donc les enjeux du réchauffement climatique. Et pourtant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui n'y croient pas du tout, qui refusent même la science, même les arguments scientifiques. Ils sont 13% en France. Il y a un président des États-Unis qui aussi comme ça. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Si, ça m'inquiète. Évidemment que ça m'inquiète. Mais encore une fois, je vous le dis, je ne suis pas défaitiste. Et j'espère qu'on réussira à les convaincre. Et bon, M. Trump est là aujourd'hui, il sera peut-être là encore pour un mandat supplémentaire, mais hein. Et puis, il peut aussi changer d'avis, on ne sait jamais. Sur une note un petit peu plus optimiste. Mais j'aimerais bien aller le voir, échanger un peu avec lui, mais je doute que ça fonctionne. Quoique en lui montrant le Kenworth de ses pas sorciers avec ses pots d'échappement, ça peut peut-être le séduire. En tout cas, c'est une bonne porte d'entrée. Donc sur une note un petit peu plus optimiste, quelle est la découverte scientifique qui vous a le plus fasciné lors de ces dernières années?
Vous avez 10 secondes pour réfléchir si vous Non, voulez. il y en a trop, je suis incapable de répondre. C'est entre ce que l'on vient de voir tout à l'heure sur les images, toutes les découvertes qui ont été faites, notamment en médecine, en thérapie cellulaire, en thérapie génique, ça fait probablement partie des sujets, des découvertes qui m'ont le plus surpris et le plus emballé. Parce qu'encore une fois, pardon, non mais je suis en train de me dire, mais pourquoi? Parce que je me souviens que à chaque fois que je l'ai expliqué, encore une fois, j'ai pris un plaisir complètement dingue parce que ce sont des sujets extrêmement complexes, a priori, sauf que c'est quelque part de la mécanique, avec des cellules, des noyaux, des brins d'ADN, des gènes, des bases. Tout ça, ça se conceptualise facilement et ça peut se raconter facilement. On peut facilement expliquer comment on récupère un brin d'ADN quelque part, qu'on va le placer à un autre endroit, pas n'importe où, expliquer pourquoi on le met ici. Tout ça, ça peut se comprendre facilement. C'est pour moi une erreur que de penser que ce sujet est inaccessible. Pas du tout. Il faut juste prendre un petit peu le temps de bien l'expliquer et prendre le temps de l'écouter. Aujourd'hui, les jeunes regardent de moins en moins la télé. Peut-être ils regardent plus des médias comme YouTube. Pensez-vous qu'elle va finir par disparaître? Et si oui, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que je vais pleurer? C'est vrai que vous regardez moins la télévision. J'ai 2 fils, j'en ai un qui doit avoir à peu près votre âge. Il ne regarde jamais la télévision. Un jour, je lui ai dit, tiens, j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, hein, j'ai rencontré Michel Drucker. Il m'a dit, qui ça? C'est pas des blagues. Alors que Norman, je pense que ça lui parlait plus. Je lui ai expliqué qui était Michel Drucker. Non, alors, non, je pense que les deux vont continuer à exister. Ce sont des médias très différents. D'abord, la télé évolue aussi. Qu'est-ce qu'on appelle la télé? C'est compliqué. Quand je regarde Netflix, je suis sur quoi? Je suis sur la télé ou je suis sur un autre média? C'est compliqué. Voilà, je le regarde sur mon ordinateur, sur un ordinateur, sur mon écran, mais cet écran, ça peut être aussi mon écran de télévision. Les chaînes de télévision ont quelque chose que les autres médias n'ont pas. Je ne parle pas des journaux, hein, les médias images. Les chaînes de télévision ont une démarche éditoriale. C'est ce qui manque beaucoup sur YouTube. Avoir une démarche éditoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ben voilà, je vais diffuser des programmes qui, globalement, ont un sens. Un peu d'économie, un peu de culture, un peu d'information, pour nourrir mon public. Sur les réseaux, on va trouver un petit peu de tout ça très éparpillé. Et chacun va aller faire son marché. Alors c'est très bien d'aller faire son marché. Seulement, si je ne m'intéresse qu'à la science, je vais aller chercher des programmes de science. Et je vais regarder de la science. En m'écartant un petit peu du reste. S'il n'y a que l'histoire qui m'intéresse, ben, je vais me focaliser sur les programmes d'histoire et je vais oublier le reste. Ça, c'est un petit peu dommage.
Donc la partie interview va se terminer, on va bientôt passer aux questions du public. Donc s'il y avait un message que vous voudriez garder pour cette assemblée d'une école d'ingénieurs, ce serait intéressez-vous à autre chose que la science? Non, faites partager d'abord, faites partager le plaisir que vous avez à faire de la science. Ça, c'est la première des choses. Je ne vais pas vous dire intéressez-vous à autre chose, parce que je ne sais pas si vous ne vous intéressez pas à autre chose. Je suis sûr que une grande partie de l'Assemblée s'intéresse à autre chose que la science. Non, la première chose, le premier message, c'est faites partager. Partagez votre amour des sciences et son accessibilité. Ça, c'est le premier des messages. Après, oui, ne vous cantonnez pas uniquement à la science, mais bon, ça après, ça regarde chacun et je pense pas que vous ayez des œillères. C'est trop tôt. Mais du coup, la partie interview est maintenant terminée. On va passer à vos questions. Donc on va passer dans la foule pour... Si toutefois je n'avais pas répondu à certaines des questions qui m'ont été posées, n'hésitez pas à me les reposer et à me dire ça n'a pas été clair. Bonsoir. Un grand merci pour cette conférence. J'aurais voulu savoir si vous aviez des conseils à donner à des élèves ingénieurs qui souhaiteraient s'orienter vers le journalisme scientifique. Oui, bien sûr. Ben, il y a un petit blanc parce que... Est-ce que vous auriez des conseils? Alors je me dis, on pourrait en parler pendant des heures. Et donc je suis en train de me dire, quel est le meilleur conseil? D'abord, sachez que moi je travaille avec certains journalistes qui ont fait des études scientifiques et qui ont basculé à un moment donné et qui se sont dit, bah tiens, non, finalement, je vais aller faire du journalisme scientifique. Le conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'ouvrir très grand les yeux et très grand vos oreilles pour ne pas forcément vous dire « Tiens, je vais tout de suite aller faire du journalisme scientifique ». C'est peut-être en travaillant, parce que là on touche, ce sont deux métiers. Quand on fait le métier de journaliste, même si vous voulez être journaliste scientifique, il faut définir le média sur lequel vous allez travailler. Est-ce que vous voulez d'emblée aller travailler sur une chaîne qu'elle soit classique ou YouTube, dans un journal scientifique? Est-ce que ce journal scientifique, il est destiné à un grand public? En clair, est-ce que vous voulez aller bosser à Ça m'intéresse, à Science et Vie ou Science et Avenir, à la recherche ou à Pour la Science? Voilà. Déjà, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Le deuxième conseil, qu'on pourrait peut-être basculer en premier, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Quand on fait ce métier, même si aujourd'hui c'est un métier qui utilise beaucoup et quasi essentiellement l'image, il faut aimer l'écrit, il faut aimer écrire et il faut aimer raconter. Si vous n'aimez pas écrire ou raconter, ça va être compliqué.
Parce que le travail de journaliste, il est bien sûr de divulguer des informations, ça s'apprend, d'aller les chercher, ça s'apprend aussi, de poser des questions, ça s'apprend aussi. Mais il faut aimer faire la tambouille. Quelqu'un qui veut devenir cuisinier et qui n'aime pas casser des œufs et se faire un œuf au plat ou faire, je sais pas moi, un dessert de base, c'est compliqué. Avec le journalisme, c'est pareil. Si vous n'aimez pas écrire, si vous n'aimez pas raconter, si vous n'avez pas cette fibre qui vous pousse vers l'écriture, c'est compliqué. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est de bien en prendre conscience. Si vous avez ça au bout de vos doigts, vous pouvez y aller. Le reste s'apprendra. Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que je vous ai convaincu? Bonsoir. Bonsoir. Ici, non, plus haut, yes. Là. Ah, okay. Ça y est, j'ai trouvé. Yes. Merci pour votre présence ce soir, c'est cool. Je voulais vous demander, on l'a un peu évoqué tout à l'heure lorsque vous aviez parlé de climato-sceptiques. On a un peu évoqué ces idées de personnes qui doutent de tout. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen d'assainir un peu ces mouvements de doute perpétuel, notamment tout ce qui est les platistes, c'est-à-dire ceux qui croient que la Terre est plate et qui pensent que... J'ai pas tout compris. Est-ce que vous avez une idée pour assainir un petit peu tous ces mouvements de doute constant de la science et de ce qu'elle apporte? Et je pensais notamment aux platistes, c'est-à-dire ceux qui croient que la Terre est plate et qui sont convaincus que la Terre ronde sphérique, est un complot de la NASA. Est-ce que vous avez une idée pour assainir tout ça? Lire. Ouais, mais... Lire. Pas sûr qu'ils soient prêts à lire les bonnes lectures. Oui. Mais c'est extrêmement compliqué. Vous avez raison, mais c'est lire, c'est... Comment faire? Je pourrais prendre mon bâton de pèlerin et leur expliquer comment Ératosthène a fait pour constater que notre Terre était ronde. Voilà, non, j'ai pas vraiment de solution. J'ai du mal à comprendre pourquoi il y a ce blocage et c'est plus qu'un blocage. J'ai du mal à comprendre. Voilà. Mais je n'ai pas de solution, si ce n'est que de les inviter à venir échanger avec des personnes comme vous, comme moi. Voilà. Le problème, c'est que très souvent, ces gens-là, vivent en vase clos et se nourrissent de leurs idées sans aller voir ailleurs. Donc, mais probablement que tout ce qui se fait sur... on parlait tout à l'heure des chaînes YouTube. Probablement que tout ce qui se fait sur les chaînes YouTube doit permettre de les convaincre. En même temps, voilà, on parlait tout à l'heure, tiens, par exemple, on disait le problème des chaînes YouTube, c'est que celui qui est platiste, comme vous disiez tout à l'heure, il ne va aller regarder que des trucs comme ça. Et il va rester dans son jus. La solution, elle est sûrement à la base. C'est-à-dire que comment a-t-on expliqué à ces gens-là, quand ils avaient 10 ans, 12 ans, que la Terre était ronde? En fait, la solution, elle est peut-être là. Elle est peut-être de ne pas se contenter, et on revient à notre histoire de culture scientifique tout à l'heure, elle est de ne pas se contenter de dire « la Terre est ronde, regardez une photo », mais
de faire des expériences avec les enfants qui vont les amener à comprendre que notre Terre est ronde et que la preuve tombe sous les yeux et qu'elle soit irréfutable. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se contenter de dire, il faut expliquer et argumenter. Surtout, vous n'hésitez pas, si vous estimez que ma réponse est trop vague, si je peux repréciser ma pensée, il n'y a aucun souci. Bonsoir Monsieur Gourmand. Bonsoir. Alors j'ai une question, vous avez posé avec le youtubeur Max Bird. Est-ce que vous avez vu sa dernière vidéo intitulée L'affaire du siècle, dans laquelle apparaissent beaucoup de personnes de grande notoriété et qui consiste à signer une pétition géante pour attaquer l'État en justice pour justement que les mesures contre l'environnement soient Oui, je l'ai vu. Oui, vous l'avez vu. Je l'ai vu. Et du coup, est-ce que vous encouragez cette initiative prise par ces personnes-là? Alors, je considère qu'il y a différents modes d'action. C'en est un. Est-il opportun en ce moment? Je ne sais pas. J'en doute un peu. C'est un mode d'action. De mon côté, j'ai d'autres modes d'action. Je ne le condamne surtout pas. C'est un mode d'action, un coup de poing. S'il peut faire réfléchir, s'il peut faire avancer les choses, tant mieux. Mais même si je sais les choses sont lentes, ça ne va pas assez vite, les décisions ne sont pas assez rapides. C'est à travers la discussion, l'échange, la négociation qu'on fera avancer. Alors peut-être que ce type d'action est destiné justement à ce que les autorités tendent un peu plus l'oreille et soient plus réceptives. Je ne sais pas. Merci. Moi, j'avais une question plus personnelle. Vous avez fait, c'est pas sorti pendant 20 ans et vous faisiez 30 émissions par an. Et qu'est-ce qu'on retient sur les sujets scientifiques après 30 émissions fois 20 ans oui. Qu'est-ce qu'on retient? On ne retient pas tout. Mais qu'est-ce qu'on retient? Je pense qu'on retient un truc essentiel, ce qu'est la démarche scientifique. Les bases, quand je dis la démarche scientifique, c'est Galilée. C'est ce qu'on retient en premier. Après, on retient une foule de choses. Évidemment, j'ai appris plein j'ai emmagasiné plein d'infos, plein de connaissances qui aujourd'hui me permettent, avec grand plaisir, d'avoir un regard sur les phénomènes, sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur la planète, sur le dérèglement climatique, le réchauffement. J'ai emmagasiné toutes ces choses-là. Et ce que je retiens le plus quand même, c'est que, franchement, quand j'avais votre âge, je ne pensais pas que je deviendrais journaliste scientifique, passeur de culture scientifique. Mon père voulait que je devienne scientifique. Je n'ai pas voulu. Il m'a rattrapé. Mais je ne suis pas scientifique, je suis passeur. Attention. Voilà, et puis je retiens aussi, mais ça je vous l'ai dit et vous l'avez senti, je retiens et je garde le plaisir que j'ai eu à apprendre. Bonjour,
on parlait tout à l'heure des récentes découvertes et des sondes envoyées sur Mars. Qu'est-ce que vous pensez des projets de Elon Musk et de l'entreprise SpaceX actuellement par rapport à la terraformation de Mars? Attends, vous pouvez répéter la fin de la question. Elon Musk et... Par rapport à ces projets de terraformation de Mars et de rendre Mars habitable. Est-ce que vous avez des espoirs là-dedans? Rendre Mars habitable, c'est compliqué. Pourquoi pas? Je veux dire, sur le papier, ça peut fonctionner. Construire des bases sur Mars qui accueilleront des êtres humains, oui, à l'intérieur des cloches, on pourra vivre. De là à reconstituer une atmosphère respirable autour de Mars, là c'est quand même un peu plus tendu, c'est un peu plus touchy comme projet. Maintenant, il y aura des intermédiaires, parce qu'avant d'aller sur Mars, on va retourner sur la Lune. Il y a déjà aujourd'hui des startups qui bossent sur des projets pour aller beaucoup plus facilement sur la Lune, pour s'y installer de manière plus longue. Donc, évidemment, c'est génial d'avoir des perspectives comme celle d'Elon Musk, parce que en même temps, si elles ne sont pas réalisables dans l'immédiat, ça crée un Graal qu'on a envie d'atteindre. Donc, si, pour répondre clairement à votre question, je pense qu'il ne faut pas... C'est le genre de projet où il ne faut pas rester au pied de la lettre. Je veux dire, c'est le genre de projet qui, je pense, est avant tout destiné à motiver les troupes, à dire on va pouvoir aller là-bas. Mais il faut viser grand pour avoir un petit peu moins grand. Voilà ce que j'en pense. Bonsoir et merci d'être là encore. Donc moi c'est une question par rapport au journalisme. Donc on voit de plus en plus des fautes d'orthographe dans les contenus, que ce soit à la télé ou dans les journaux. Il y a des faits qui ne sont pas diffusés avec exactitude, ou encore des fake news. Vous avez montré que vous faites un choix avant de parler, vous faites attention à ce que vous véhiculez comme idée, vous veillez à ce que tout soit retransmis avec exactitude, justement. Quel est votre avis de journaliste sur les médias actuels? Vous avez 2 heures. C'est effectivement très difficile de répondre. On ne peut pas répondre de manière lapidaire. D'abord parce que les médias aujourd'hui sont multiples. Et il y a autant... Mais vous allez dire, il n'arrête pas, il est normand ou quoi? Il y a autant de bons que de mauvais. Il y a des médias dans lesquels il n'y a jamais une faute d'orthographe. Il y a des journalistes qui font des fautes, mais qui sont corrigés. Et puis, il y a des médias qui se moquent royalement de diffuser des informations avec ou sans faute. C'est dommage. C'est dommage parce que vous avez senti que j'aimais les mots. Et moi aussi, je fais des fautes. Je me relis. Et quand on écrit, d'ailleurs, vous en êtes sûrement rendu compte, on écrit, on fait des fautes, on a beau se relire et les fautes ne nous sautent pas aux yeux. Voilà, parce que le mot est imprimé dans notre mémoire immédiate et on ne la voit pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Oui, pour répondre sur la question des fautes d'orthographe, je trouve dommage parce que malgré tout, l'orthographe amène du sens. S'il n'y a plus d'orthographe, on va perdre le sens de notre phrase. C'est très vrai dans notre langue française, ça l'est un peu moins dans d'autres langues, dans les langues anglo-saxonnes notamment. Mais notre orthographe nous permet de donner du sens. Une virgule placée au mauvais endroit peut totalement
détourner le sens d'une phrase, le sens d'un propos. Donc, je trouve ça dommage. Une faute de grammaire aussi peut détourner, je n'ai pas d'exemple en tête qui me viennent à l'esprit, mais une faute de grammaire peut totalement détourner le sens d'une phrase. Voilà, ça, c'est pour votre question sur l'orthographe. La deuxième partie de votre question, vous me demandiez ce que je pensais globalement de la presse. J'en pense, moi, d'abord et avant tout, du bien. La presse, c'est un outil de communication, c'est un outil de liberté. Moi, j'ai grandi avec ça. Quand je dis j'ai grandi, depuis que je fais ce métier, je suis viscéralement attaché à la liberté de la presse. Et ce ne sont pas même quelques fautes qui vont m'empêcher de lire les journaux. Est-ce que je ne sais pas si je peux compléter, mais si vous voulez, je complète, préciser votre question parce que c'est très large. Sur la qualité des contenus. Mais la qualité des contenus, tout à l'heure je vous ai cité des journaux scientifiques. La qualité des contenus, c'est toujours pareil. À qui je m'adresse ? On ne peut pas demander à un journal comme Ça m'intéresse de proposer le même contenu que pour la science ou la recherche. C'est pas parce que Ça m'intéresse, c'est un peu léger, qu'on va dire non, je ne le lis pas. Non, parce que ce journal est accessible à un public qui est incapable de lire la recherche. C'est pas du tout le même objectif. Ce qui est important, c'est qu'il y ait le même sérieux dans l'écriture d'un article de Ça m'intéresse que dans celui de la recherche. Que celui qui écrit pour le grand public utilise, c'est ce que je disais tout à l'heure, les mots justes sans travestir la réalité scientifique. C'est ça qui est important. Mais après, depuis que la presse existe, il y a eu d'excellents journaux et des torchons. Voilà. Après, c'est celui qui achète, qui a la liberté d'acheter le journal ou le torchon. Bonsoir. Vous avez évoqué pendant la série d'interviews un désintérêt pour la culture scientifique, mais est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser la question et se demander si, plus généralement, il n'y aurait pas un désintérêt pour la culture dans la société ? Non, je ne pense pas. Je pense que j'ai pas lu de statistiques sur le sujet. Il faudrait, là, justement, si on voulait échanger et argumenter sur un sujet comme celui-ci, avoir des statistiques sur la fréquentation des musées, notamment. Je crois que les musées sont extrêmement fréquentés, y compris les musées qui sont plutôt destinés à la science. Je crois qu'on n'a jamais vendu autant de livres qu'on en vend aujourd'hui. Donc, non, je crois que la culture est toujours au cœur de nos préoccupations, de nos loisirs. Quand on parlait de culture, vous parliez de culture scientifique tout à l'heure, moi ce que j'aimerais, c'est que, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on a très souvent tendance à dissocier la culture et puis la culture scientifique. Il faudrait que les sciences réintègrent tout simplement le panthéon de la culture, c'est tout. Voilà. Alors, une dernière question pour finir.
Alors, bonsoir Jamy. Bonsoir. Il y a une question que je me pose depuis que je suis tout petit et que je regarde C'est pas sorcier. Est-ce que vous pouvez nous parler du Jamy du dimanche? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos loisirs? Est-ce que vous avez des passions? Romain Gary a écrit une très belle phrase. Il a dit, dans un homme, il y a 3 individus. Il y a l'homme public, il y a l'homme privé et il y a l'homme secret. Alors je vous parlerai de l'homme privé. L'homme privé que je suis, en fait, je crois que je ressemble beaucoup à l'image que vous avez de moi. Je ne joue pas un rôle. J'aime lire, je passe énormément de temps à lire. Je cours aussi, je suis un coureur de fond. J'aime partir courir, j'aime bien... Marathon, c'est trop long, ça abîme. Mais semi-marathon, j'aime bien. J'aime beaucoup marcher. J'aime beaucoup regarder. Je suis un contemplatif. Je suis capable de me poser sur un rocher et rester pendant 1 heure sans rien faire, à regarder ce qui se passe autour de moi. Voilà. Vous en voulez plus? Merci à tous pour vos questions. On ne va pas pouvoir en prendre plus, malheureusement. Vous ne levez pas tout de suite, puisque Thomas va dire un petit mot pour la fin. Mais avant, 2 annonces. Bien sûr, le traditionnel buffet va être servi en haut de Michelin et on vous y attend nombreux. Et ensuite, pour ceux qui veulent, il y aura un concert au musée juste après. Je voulais vous remercier déjà de m'avoir invité. J'étais très honoré d'être ici. C'est pas une blague. Je le dis sincèrement parce que vous faites partie des élites. Si. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et être sur un parterre devant vous et répondre à vos questions, très sincèrement, ça m'a touché. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, la conférence touche donc à sa fin. On vous remercie encore d'être venu ici ce soir et merci aussi, cher public, d'avoir été présent avec toutes vos questions. On vous rappelle aussi que l'association Symposium recrute en janvier. Donc si vous êtes motivé, vous pouvez venir nous rejoindre et en parler pendant le buffet. Voilà, merci à tous.